Welcome to Morac World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Dérèglement climatique, causes et conséquences. L'été 2023 a été marqué par des températures mondiales moyennes exceptionnellement élevées, ce qui laisse penser que cette année sera probablement la plus chaude de l'histoire. Des canicules, des sécheresses, des inondations et des incendies ont frappé l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, causant des pertes humaines et des dommages économiques, environnementaux, dramatiques. L'hémisphère sud n'a pas été épargné, battant même des records de chaleur en plein hiver austral. Des analyses montrent que la saison estivale de 2023 a été la plus chaude que jamais enregistrée. Avec des températures moyennes mondiales de plus de 16,77 degrés, on va y revenir d'ici quelques instants, pour tenter de comprendre les causes et les conséquences de ce dérèglement climatique et pour répondre à nos questions sur ce sujet qui nous concerne tous. Nous recevons ce matin sur le plateau la climatologue et conseillère nationale Valentine Piton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Réchauffement ou dérèglement climatique, ou finalement c'est le résultat le même? Alors, c'est les deux choses ensemble. Hein. On a effectivement ce réchauffement global de l'atmosphère dû à ces émissions de gaz à effet de serre que nous émettons. Et ensuite, ce réchauffement global va entraîner un dérèglement du système climatique et effectivement qui maintenant est très, très visible, perceptible, avec des événements que les scientifiques n'imaginaient pas voir avant une bonne décennie, voire même 20 ans. Donc on a une accélération et une intensification de ces phénomènes. C'est plus grave qu'on l'imaginait. Hein. Je l'ai dit en préambule, les 3 derniers mois représentent la période la plus chaude jamais enregistrée depuis le commencement de l'histoire humaine. Là, vraiment, c'est vraiment inquiétant. Hein. Alors, c'est très inquiétant et d'autant plus que c'est probablement aussi le plus chaud, même par rapport à une période de temps bien antérieure. En termes de quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est vrai que depuis 2015, on a déjà dépassé les 400 parties par million. Et il faut bien comprendre que dans des périodes de réchauffement naturel liées au cycle, sur le très long terme, tous les 100 000 ans, on a ces alternances, périodes de glaciation, de réchauffement. Et normalement, on ne dépassait pas les 300 parties par million. Là, on est désormais à 420 parties par million. Donc ça, c'est vraiment l'anomalie. Et uniquement pour le CO2, on fait les mêmes constats par rapport aux autres gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote. Et donc, effectivement, cette quantité de gaz à effet de serre retient plus de chaleur. Et ce qui probablement avait été insuffisamment anticipé, c'est ce phénomène désormais aussi d'auto-réchauffement. Parce que quand on a des incendies gigantesques sur tous les continents, quand on a les océans eux-mêmes qui désormais, on parle de canicules marines, donc, où la température de l'eau devient très chaude. Il faut comprendre que la première partie du réchauffement induit par nos activités, il a été absorbé par les océans. À peu près 70% de la chaleur était retenue, absorbée par l'eau, qui a un effet modérateur. Or, ce qu'on constate, c'est que désormais, ces océans sont en surface devenus tellement chauds qu'ils restituent cette chaleur, principalement sous forme de vapeur d'eau. Et on a là l'origine aussi de l'intensification de ces phénomènes extrêmes concernant les pluies, les tempêtes, les ouragans, dont l'intensité et la fréquence augmentent. Et c'est ce qui provoque, vous l'avez expliqué, c'est ce qu'on appelle cet effet de serre, en fait. Alors, l'effet de serre, c'est vraiment les gaz à effet de serre. Donc, les gaz à effet de serre qui sont produits par nos activités, c'est principalement le CO2 qui est lié à la combustion des énergies fossiles. C'est pratiquement 80% du réchauffement, c'est ce CO2. Énergie fossile, donc c'est principalement les chauffages, bâtiments, les transports, ainsi que la production d'énergie, parce qu'à l'échelle mondiale, c'est moins le cas en Suisse grâce à l'énergie hydraulique en particulier, mais à l'échelle mondiale, on a encore malheureusement la plus grande partie de l'électricité qui est produite
à partir d'énergie fossile, qu'on va brûler les fameuses chaudières usines à charbon. Donc il y a tous ces gaz à effet de serre-là, je vous le dis, ça fait à peu près 70%. Et puis on a un bon 10%, c'est la déforestation, qui va émettre aussi du CO2. Et ensuite, vous avez pratiquement 20%, c'est le méthane. Et là, c'est lié principalement à l'élevage intensif, ainsi qu'à la gestion des déchets, et aussi au gaz naturel, les conduites de gaz naturel, ainsi que même les extractions aussi de fossiles ont énormément de pertes, donc continuent finalement, même quand ils sont abandonnés, d'émettre des gaz à effet de serre. Donc là, il y a vraiment urgence, il faut réagir. On parle beaucoup de la météo aujourd'hui, avec des températures incroyables. Climat et météo, c'est intimement lié, finalement. Alors oui, bien sûr, en fait, ce qui change, c'est le... Donc on utilise les mêmes paramètres, évidemment. On va analyser les températures, l'humidité de l'air, les quantités de précipitations sur des périodes données. La différence, évidemment, c'est que la météo, c'est sur le court terme et on va faire une prévision sur les jours qui viennent, alors qu'en climatologie, eh bien, c'est vraiment l'analyse sur des longues périodes, voire de très longues périodes, qui permettent aussi ensuite de faire des scénarios, mais sur de longues périodes également. Cette météo qu'on a aujourd'hui, avec des températures inhabituelles en cette période, au-dessus des normales de saison, comme on a l'habitude de le dire, est-ce que c'est un indicateur aussi clair par rapport à ce qui se passe au niveau du climat aujourd'hui ? Est-ce que c'est un baromètre en quelque sorte ? Oui, alors tout à fait, d'autant plus qu'on voit que ces moyennes... justement, ces périodes qui sont au-dessus des normes, les normes qui sont des moyennes, eh bien, on voit en fait chaque année que quelles que soient les périodes de l'année, donc été comme hiver, on voit qu'on est régulièrement au-dessus des normes de température, et ça déjà depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup concernant cette année en disant c'est exceptionnellement chaud, mais on le disait déjà en 2022, et on le disait déjà en 2021 en ce qui concerne alors aussi les précipitations, si vous vous souvenez, qui avaient vraiment touché l'Europe de façon très brutale. Mais la même année, on avait par contre déjà des vagues de chaleur totalement inédites dans des régions du Nord, comme le Canada. Et on avait aussi déjà des températures et des vagues de chaleur inédites aussi en Asie, en Chine, en Inde, etc. Et vous l'avez dit, l'hémisphère sud n'est pas épargné également. Donc malheureusement, on est déjà entré dans effectivement un dérèglement climatique. Et la question, c'est... où en sommes-nous par rapport à des points de bascule ? Voilà, donc en tout cas, globalement, il n'y a pas de retour en arrière possible parce que la grande majorité des gaz à effet de serre, une fois qu'ils sont dans l'atmosphère, ils restent un certain temps, à peu près un siècle. Et puis, la chaleur qui est retenue, elle va, comme on l'a dit, être absorbée par les océans. Et une fois qu'ils sont réchauffés, ils peuvent rester chauds pendant des siècles, même des millénaires. Donc ce phénomène-là, on ne peut pas revenir en arrière. La question est, est-ce qu'on va réussir à calmer les choses, donc à stopper ce qui alimente cette machine, avant que la machine s'auto-réchauffe de façon incontrôlable. C'est, quand on vous entend, on a presque l'impression que c'est trop tard. Vous avez encore espoir. C'est assez alarmiste comme... Alors, il faut jamais penser que c'est trop tard, parce que ça pourrait toujours être pire. Dans le sens que si maintenant... on ne réduit pas drastiquement nos gaz à effet de serre, on va alors à coup sûr aggraver encore plus la situation, et on va à coup sûr dépasser tous ces points de bascule qui ensuite fait que par effet d'auto-réchauffement, on ne pourrait plus du tout garantir en fait la viabilité de la planète, en tout cas de la majeure partie de sa surface pour la vie, pour les sociétés. Valentine Pitton est avec nous ce matin. Dérèglement climatique, causes et conséquences, on en parle et on revient dans un instant pour parler de ce sujet, je le disais, qui nous concerne toutes et tous. Welcome to Morax World.
l'invité du matin. Dérèglement climatique, causes et conséquences, on en parle ce matin avec Valentine Piton, climatologue et conseillère nationale. Merci d'être avec nous pour répondre à toutes ces questions sur ce sujet, je le disais tout à l'heure, qui nous concerne toutes et tous. Et il faut vraiment aujourd'hui avoir une vraie prise de conscience. C'est hyper important de faire attention à tout ce qui se passe. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, même si c'est vrai qu'il y a un côté, il faut bien le dire, agréable de pouvoir traîner un peu sur une terrasse, voilà, c'est pas normal. Il va falloir, peut-être agir. Est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Vous avez répondu à la question tout à l'heure, il n'est jamais trop tard. Ça, faut rester un peu positif, évidemment. Mais la vérité, c'est que les activités humaines sont responsables. Est-ce que c'est les seuls responsables de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et de ce qui est en train de se passer? Alors très très clairement, tout ce phénomène de réchauffement climatique et ensuite de dérèglement qu'il engendre, on peut vraiment l'affirmer, c'est dû à ces émissions de gaz à effet de serre additionnelles liées à nos activités. J'ai parlé tout à l'heure de la combustion des énergies fossiles qui produit les 3/4 du réchauffement. Et ensuite, on a aussi le dernier quart qui est lié au système agroalimentaire intensif, qui comprend d'ailleurs aussi la déforestation qui se fait surtout pour justement produire des nouvelles terres avec des productions très intensives de soja par exemple, ou de palmiers à huile, cette fameuse huile de palme en Indonésie, etc. Donc dans nos habitudes, en fait, dans nos modes de vie, il faut qu'on fasse le lien par rapport à tout ce que l'on consomme et à notre façon de vivre, en fait, avec ces gaz à effet de serre. Il y a des façons maintenant assez simples de calculer notre bilan carbone sur le mois ou sur l'année. Et puis, les postes principaux seront un peu toujours les mêmes. Le chauffage, le transport, l'alimentation, mais aussi tout ce qu'on consomme, les vêtements par exemple. Et là, quand on vit en Suisse, ce qui est important aussi, c'est de considérer non seulement les émissions que l'on produit sur place quand, par exemple, on allume le moteur de la voiture, mais aussi les émissions qu'on dit indirectes ou émissions grises liées aux produits, aux biens de consommation dont on profite ici en Suisse, mais qui ont été produits ailleurs. Dans le cas des vêtements, par exemple, c'est pratiquement 100% des gaz à effet de serre liés à la production de ce vêtement ont été émis en dehors de la Suisse, en Asie en particulier. Donc il faut revoir toutes ces habitudes. Ça veut dire qu'il y a pas mal de changements effectivement à apporter à nos comportements de tous les jours. Ce qu'on est en train de vivre aussi en ce moment, on sort d'une canicule, le lendemain on perd 15 degrés, après ça se réchauffe, ça revient, on passe d'un extrême à l'autre. Ça s'appelle véritablement un dérèglement climatique et c'est là où ça devient compliqué et ça devient ingérable finalement. Oui, alors effectivement, c'est ce qui se passe avec ce réchauffement global, on l'a dit, on a aussi la surface des océans qui émet beaucoup plus de vapeur et donc le système climatique était déjà un système qu'on peut qualifier de chaotique, mais avec quand même des constantes. C'est ça les climats. On avait des climats constants. On pouvait compter, disons, sur certaines constances en termes de température, en termes de précipitations, avec des différences entre les saisons en ce qui nous concerne dans nos latitudes. Et ça, c'est vrai que c'est en train de devenir beaucoup moins sûr. Il y a tout un enjeu d'adaptation, du coup, tant pour l'être humain dans nos habitudes de vie, mais aussi pour l'agriculture. Ce qui est très inquiétant, c'est dans quelle mesure les écosystèmes vont pouvoir aussi s'adapter. Là, par exemple, ce qu'on vit maintenant, on a déjà eu 2 phases de canicule au début de l'été. Là, on était déjà fin août, c'était vraiment très chaud. Là, et puis maintenant, ça revient. Alors, effectivement, c'est quand même moins chaud que celle d'il y a 2 semaines, mais c'est pas normal. Et puis, pour les arbres et la végétation, eh bien, ça veut dire que c'est encore un effort supplémentaire. Et donc là, on voit qu'il y a notamment beaucoup de conifères qui passent pas le cap. Les feuillus essayent, ils sèchent beaucoup plus vite, ils lâchent leurs feuilles beaucoup plus vite. Et le problème, c'est comment c'est qu'on vienne ensuite, par la suite, des hivers aussi trop doux, avec
peu de précipitations neigeuses, pratiquement plus en plaine, eh bien, on ne peut pas non plus reconstituer les réserves d'eau pour ces plantes. Donc, il faut essayer d'imaginer si nos écosystèmes passent ce niveau de seuil où ils n'arrivent plus à récupérer, et bien là, effectivement, il faut s'inquiéter. Il faut adapter aussi nos écosystèmes. Prise de conscience, alors comment faire face à tout ça? Est-ce qu'on doit passer par la politique aussi, en tant que conseiller national? Vous pouvez peut-être faire quelque chose ici. Vous avez les deux casquettes, climatologue et conseiller national. Est-ce que finalement, il ne doit pas y avoir un appel à la société? Oui, tout à fait. Mais ça ne doit pas seulement être dans notre petite Suisse au milieu de l'Europe, ça doit être un appel mondial. Tout à fait. Alors c'est mondial, c'est international, et là effectivement la Suisse a vraiment une carte à jouer parce que on aurait les moyens en fait d'être exemplaire. Et quand je dis on aurait les moyens, c'est collectivement parce qu'on est un pays très riche, mais même en Suisse il y a quand même des écarts très importants et par exemple la majorité de la population est locataire. Donc en ce qui concerne par exemple le chauffage et de plus en plus aussi la climatisation, qui est aussi ensuite un effet de réchauffement, d'auto-réchauffement. Il fera chaud, plus haut de clim. Voilà, et les clims, il ne faut pas l'oublier, émettent des gaz à effet de serre très puissants et en plus augmentent le réchauffement local à l'extérieur, donc l'îlot de chaleur dans les villes. Donc tout ça, il faudrait effectivement l'anticiper et puis faire... du coup, c'est clair, ça va être plutôt les propriétaires immobiliers qui devraient faire l'effort, et peut-être ce que les gens ignorent, c'est que les grands propriétaires qui possèdent la plupart des immeubles du pays sont parmi les acteurs aussi les plus puissants, les grands distributeurs comme Coop, Migros, les grandes assurances, les grandes banques, etc. Donc ces acteurs-là ont une responsabilité finalement bien plus importante que le locataire majoritaire en Suisse, et ils ont, ces acteurs-là, des appuis très forts et en majorité au Parlement. Et c'est aussi pour ça que moi, en tant que climatologue, je me suis lancée en politique en 2019, parce que c'est vraiment là que les leviers doivent se faire, mais pour l'instant, les rapports de force sont encore inégalitaires. Et c'est fondamental, parce que tant que ces acteurs-là ne prennent pas leurs responsabilités, on n'applique pas le principe aussi du pollueur-payeur, et on fait supporter de façon beaucoup plus lourde sur le citoyen moyen le coût de la transition et de plus en plus de l'adaptation qui, on le voit désormais, est nécessaire. Valentine Piton, merci beaucoup d'être venue éclairer notre lanterne sur ce sujet ce matin. En tous les cas, le mot d'ordre peut-être pour terminer, c'est que tout le monde doit prendre conscience. Déjà, c'est hyper important, c'est que déjà il faut avoir une prise de conscience, et puis après, des petits efforts, même s'ils semblent anodins, sont importants. Si on les accumule, tous ces petits efforts, ça fait la différence au bout, c'est ça? Alors bien sûr, parce que c'est vraiment aussi par rapport à notre vie au quotidien. Et c'est vrai qu'il faut, pour chaque chose qu'on consomme, se poser la question comment je peux le diminuer, en améliorer l'efficacité, etc. Et rationaliser notre consommation. Il ne s'agit pas du tout de retourner à l'âge de pierre, il s'agit juste d'être plus sobre. Et puis la sobriété, finalement, au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'était une vertu. Peut-être qu'il est temps d'en refaire une vertu. Merci, belle journée. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui, Valentine Piton? Eh bien, beaucoup d'endurance, voilà. D'endurance. La campagne politique, on est en plein dedans. J'imagine, effectivement. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous retrouver pour en parler plus précisément prochainement. En tous les cas, belle journée à vous. Merci beaucoup. On vous retrouve également en podcast sur le site mlemedia.ch. On parle d'endurance, c'est très bien, parce qu'on va parler sport dans un instant, et plus précisément de vélo avec Léo Degarrigue qui arrive d'ici quelques instants. La